À ce moment-là, je réfléchis pas. Je réfléchis plus. Je réfléchis plus. En fait, je réfléchis plus, mais je me demande quand même comment c'est possible qu'on puisse se retrouver tous les deux dans un salon à 4 heures du matin, alors que la chambre conjugale se trouve quand même à quelques mètres seulement, et qu'on puisse avoir ce genre de conversation, lui et moi. Mais elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Elle ne s'aperçoit même pas que tu es sorti du lit. Ça fait 15 minutes. Elle est où ta femme? Donc il se lève, il va dans sa chambre, et moi je monte dans la mienne. Évidemment, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je suis tétanisée. Littéralement, j'étais tétanisée. Je me demande qu'est-ce qui va se passer demain. Mais en même temps, je me dis, il ne peut pas se passer grand-chose. Parce que je vais à l'école. Demain matin, tout le monde est réveillé, tout le monde s'apprête pour aller à l'école. Puis, on finit pratiquement tous à la même heure. Quand je veux rentrer, il y aura tout le monde. Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer, en fait, demain et les jours qui suivent? Je réfléchis toute la nuit, et le jour se lève. Et moi, en fait, ce jour-là, je commençais plus tard, 7h30, tout le monde part. Et là, je panique, parce que j'avais oublié que je commençais tard, mais je m'en suis souvenu quand je me suis réveillée, mais de toute façon, impossible de changer de programme, parce que c'est lui qui m'accompagne à l'école. Donc tout le monde sort, moi je suis en panique. Je remonte dans ma chambre, je ferme la porte et je me dis qu'est-ce qui va se passer dans cette maison. Et très rapidement, il monte dans ma chambre et il me demande de le suivre. On descend et il me fait diriger dans leur chambre. Donc on va dans leur chambre, il me demande de m'allonger. Il me fait allonger. Je comprends pas en fait. Il me fait allonger, puis il se déshabille. En fait, il n'était pas habillé, il avait juste un peignoir et il était nu en dessous de son peignoir. Donc il enlève son peignoir et il commence en fait. Il me demande de le regarder et de lui dire que je l'aime. Ce que je ne fais pas. Je suis en pleurs, mais je ne parle pas. Je suis en pleurs, je suis crispée, j'ai les mains coincées sur mon corps. Je parle pas, mais je suis en pleurs. En fait, je suis en tétanie. Je suis en tétanie. J'ai l'impression de ne plus être moi, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. Les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont déjà vécu ça me comprendront. Les autres, malheureusement, vous ne pourrez pas me comprendre. Mais ceux qui ont peut-être déjà vécu des traumatismes intenses pourront comprendre. Mais je suis plus dans mon corps, en fait. Je suis sortie de moi et je vois cette fille. Je vois cette fille vivre ça. Et c'est moi, cette fille-là. C'est moi, en fait. Mais je réalise pas que c'est moi. Enfin, je suis plus là, en fait. Je suis plus là. Mais il y a ce corps-là, qui pleure. Et qui est tétanisé, qui ne bouge plus. À tel point que c'est lui, en fait, qui arrange mes pieds ou ma taille, ou me remonte sur le lit pour qu'il soit plus à l'aise, ou tout ça. Il fait son affaire, ça dure quelques minutes. Et il ressort. Il me dit d'aller me laver, parce qu'il est l'heure d'aller à l'école. Donc je sors de leur chambre en pleurs, déviergée, parce que j'étais vierge. Et il me rattrape dans le couloir, dans le salon, entre leur chambre et l'escalier, le salon. Et il me dit à l'oreille que... bref, ça c'est des détails que je vais vous épargner. Mais je monte dans ma chambre et... Enfin, je monte pas dans ma chambre, je vais dans la salle de bain et je vais me laver. Et je me lave ce jour-là, je me lave. Hein. Ce jour-là, je me lave. Je pense que je me suis agressé la peau.
Et j'ai mis une protection parce que j'ai saigné. J'ai saigné. Et il m'a déposé à l'école. Je suis arrivée à l'école, j'étais triste. Enfin, je sais même plus quelle émotion j'avais ce jour-là, mais je pense que j'ai fait comme s'il n'y avait rien. Parce que, évidemment, c'était un secret. C'est ce qu'il avait dit. Il m'a dit que c'était un secret entre nous, que c'était pour mon éducation. Qu'il y a beaucoup de pères qui font ça à leurs filles pour leur éviter les chagrins avec les hommes, que les hommes ne sont pas des êtres bons. Parce que les hommes, évidemment, tous les hommes, excepté lui, vont abuser de moi. Donc, il fallait que lui m'apprenne ce que c'était que la sexualité. Comme ça, personne ne pourra abuser de moi. Donc, pour lui, c'était une éducation, en fait. Et que je devais le garder pour moi. Donc, ce jour-là, il vient me chercher à l'école et il me ramène une pilule. C'est la première fois que je prends une pilule du lendemain, puisque de toute façon j'étais vierge, j'avais aucune raison d'en prendre auparavant. Donc il m'emmène une pilule du lendemain, hors de sa boîte déjà. Et il me demande de la boire là, en fait, dans la voiture. Donc je la bois. Parce que... Je la bois. Parce qu'en fait, mon père connaissait mes périodes menstruelles. En fait, tout le monde, je pense, chez nous, savait quand j'étais menstruée parce que moi, j'ai les règles, je souffre de règles hyper douloureuses. Donc, je passe pas inaperçue, en fait, quand je suis menstruée. Donc, c'est lui qui comptait ça. Enfin, il savait, en fait. Donc, je pense que ce jour-là, quand il m'a donné la pilule le lendemain, c'est peut-être parce que j'étais en période de fécondation. Et donc c'est ça, je l'ai pris. Et en fait, ce jour-là a été le premier jour d'une longue série de viols. Une longue série qui a duré plus de 2 ans. C'était parce qu'à ce moment-là, j'étais toujours encore à l'internat. Et donc c'était tous les week-ends quand je rentrais de l'école. Tous les lieux étaient motifs pour lui de se soulager. Ça pouvait être dans la voiture, en chemin, quand je sors de soirée avec des amis qui viennent me récupérer dans la voiture. Ça pouvait être à la maison en pleine journée avec tout le monde, mais au sous-sol. Mais très souvent, quand c'était à la maison et qu'il y avait du monde, c'était des fellations qu'il me demandait de faire et d'avaler. Vous savez quoi. Et donc c'est ça, c'était ça. En fait, j'étais devenue l'objet d'expérience en fait de ce monsieur mon père parce qu'il a essayé plein de choses dans la sodomie, plein de choses. Je sais pas ce que j'étais devenue pour lui en fait, une maîtresse ou je sais pas. Franchement, je sais pas parce que en plus de ça, il me racontait ses ébats sexuels avec sa femme en fait et ceux qu'il avait avec particulièrement une autre femme quand il trompait sa femme. Il me comparait même à sa femme et à cette jeune fille-là avec qui il trompait sa femme, sous-entendant que moi j'étais moins expérimentée. Je vous ai épargné beaucoup de détails parce que c'est vraiment très sadique et je trouve que ça va pas vraiment apporter grand-chose ici que je détaille ces choses-là. Ça va juste nourrir votre curiosité. Et ça sert à rien en fait, ça sert vraiment à rien. J'ai aussi écourté l'histoire parce qu'il y a plein d'autres choses qui se sont passées, plein d'humiliations que j'ai subies. Il est malade ce monsieur, il est... plein de choses, mais en fait... Je me dis, en fait, on voit ça dans les films, en fait, on voit ça dans les séries. En dehors des viols, ils m'envoyaient des textos sexuels, évidemment, des menaces quand j'y répondais pas, ou les fois ou les week-ends où quand
quand j'étais pas coopérative comme il dit. Je me faisais prendre des... En fait, en tous les cas, je me faisais prendre des coups, sauf quand je jouais la morte. Quand je jouais la morte, c'est-à-dire qu'il faisait ce qu'il avait à faire. En fait, tant que je ne l'empêchais pas d'arriver à son plaisir, c'est-à-dire à son orgasme, les choses se passaient bien. C'est-à-dire que je n'étais pas battue, je n'avais rien. Mais quand, par mes pleurs, ou par mes contracts... En fait, quand il ressentait une certaine... Comment je peux dire? Quand je le dérangeais, en tout cas, dans son plaisir, c'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Et donc, c'est ça. À plusieurs reprises, évidemment, j'ai consommé la pilule du lendemain. Et je veux m'arrêter là. Je veux m'arrêter là pour cette histoire. Je veux m'arrêter là parce que... Parce que j'ai dit le plus important, j'ai parlé en fait. Et c'était le plus important pour moi, c'était de parler. Parce que j'en avais besoin. Je sais que beaucoup d'entre vous se demanderont pourquoi j'ai jamais parlé toutes ces années. Je me sentais pas en sécurité pour parler, simplement. Je vais pas tergiverser là-dessus, mais je me sentais pas en sécurité. Premièrement, j'étais pas en bon terme avec la femme de mon père, qui était mon principal ennemi, parce qu'entre-temps, il faut savoir que pendant que ces agressions-là se passaient, ce n'était jamais directement sous ses yeux, ni sous les yeux de personne d'autre. Mais étrangement, elle faisait souvent des allusions à une potentielle sexualité entre son mari et moi. C'est-à-dire que parfois, je sais pas, quand ça la prenait, quand elle était fâchée, elle me disait oui, toi la pute qui, pour ne pas dire de grossièreté, avec mon mari, c'est pas ton mari, c'est le mien, tu sais très bien ce que tu fais sur ton lit avec mon mari. Pour moi, elle savait en fait, elle savait, elle avait jamais assisté à ça, mais elle savait parce que ça arrivait bien souvent dans la nuit et ton mari quitte votre lit conjugal pendant 1 heure, tu te poses des questions. Je veux bien que tu dormes profondément, mais en plus à cette époque-là, ils avaient eu un autre enfant, mon dernier frère, là on était rendu 5 enfants. Ils avaient eu un enfant qui dormait dans leur chambre, qui était encore nourrissant, donc j'ai jamais enfanté, hein, mais j'ai gardé tous mes frères et sœurs, particulièrement les 2 derniers que j'ai vu naître, que je gardais très souvent quand mes parents sortaient la nuit, parfois avec leurs amis. Je sais très bien qu'on ne dort pas profondément quand un enfant dort à côté de nous. On ne dort pas profondément. Peu importe la dormeuse que tu es là, tu ne dors pas profondément. Et donc, je me doute bien qu'elle, d'autant plus ayant donné la vie, ne peut pas dormir profondément alors qu'il y a un enfant qui dort à côté d'elle. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je la soupçonne de le savoir, de l'avoir su. Parce que tu peux pas me dire que ton mari quitte votre lit conjugal pendant 1 heure et tu te demandes pas où il est, tu te lèves même pas pour savoir s'il est à la cuisine, il boit de l'eau, ou il regarde un film, j'en sais rien parce qu'il a plus sommeil. Je sais pas en fait, tu te demandes pas qu'est-ce qu'il fait dans la nuit. Mais donc c'est ça, j'ai pas pu parler, je me sentais pas en sécurité d'en parler, je pensais même pas que j'avais la possibilité d'en parler parce que mon père est quelqu'un de l'image que j'avais de lui, quelqu'un de très puissant. Beaucoup de contacts. Mon père avait beaucoup de contacts. Et dans ma famille, mes tantes ou mes grands-mères étaient toujours du parti de mon père. En fait, moi j'étais, de toute façon, ceux qui connaissent un peu la culture africaine, les enfants ont toujours tort et les parents ont raison. Mon père avait toujours raison. Il était aimé, apprécié de tous et de tout le monde parce que c'était le bon samaritain. Dehors, c'était l'homme parfait, tout le monde l'adorait. Il faisait des blagues. Mes amis l'adoraient parce que c'était un papa cool, etc., etc. Mais à l'intérieur de la maison, ce n'était pas ça. Que ce soit avec moi, que ce soit avec sa femme d'ailleurs, c'était pas quelqu'un de bien. C'était pas quelqu'un de bien. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Ou du moins, ils s'en doutaient, mais ils s'en foutaient parce que
Mon père leur servait de compte. Et donc c'est ça. J'avais pas l'impression que je pouvais parler parce que il avait trop de pouvoir. Et puis j'étais l'aînée. On m'a souvent répété, mon père m'a souvent répété que je suis l'aînée et que si je parle, il s'en prendra à mes frères et sœurs et que c'est moi qui devais me sacrifier pour eux parce que je suis l'aînée et que c'est à moi de subir ça et pas à eux et que voilà. J'ai aussi eu des menaces de mort de la part de mon père. Si tu parles, je te tue. Donc non, j'avais pas. Pour moi, j'avais pas d'issue. Donc, j'ai pas parlé. Et ça m'a pris toutes ces années-là. Et c'est grâce à Dieu, à mes 27 ans, 26 ans d'ailleurs, j'avais l'année dernière, que j'ai pris le courage d'aller déposer cette plainte. J'ai tenu à partager mon histoire, premièrement, pour briser le silence, parce que je sais que dans la culture africaine, il y a beaucoup de choses qui sont taboues dans l'inceste. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont normales en fait, comme la correction. La correction dans la culture africaine, c'est normal, c'est la base. Limite, si tu n'as pas été battue quand tu étais petite, tu n'es pas africaine ou tes parents ont raté ton éducation. Mais en fait, non, moi je suis pas du tout d'accord avec cette mentalité-là. Parce que c'est pas tous les enfants en fait qui écoutent avec une correction. Premièrement, il faudrait le savoir, il y a des enfants qui marchent au bâton et d'autres qui marchent à la carotte. C'est-à-dire il y a des enfants qui ont besoin d'être caressés, qui ont besoin d'être cajolés pour faire certaines choses. Et il y a d'autres enfants, oui, qui sont un peu plus difficiles ou un peu plus têtus, qui une fessée de temps à autre va les calmer aussi. Mais je suis contre la correction intensive des coups ou de la maltraitance ou de la torture pour éduquer un enfant, mais non en fait, non, on est où là? On n'est pas au goulag, on n'est pas, non, c'est pas normal. Que tu sois africaine ou non, c'est pas normal en fait de faire vivre ce genre de correction à des enfants. Le but de ma vidéo, c'est de revendiquer le fait que je ne sois pas d'accord avec l'éducation africaine de certains Africains et aussi briser le tabou de la sexualité, le tabou du viol et de l'inceste. Ce n'est pas normal, on n'en parle pas. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, même des membres de ma famille, c'est ton père, tu ne peux pas porter plainte à ton père parce que c'est ton père. Mais en fait, non, ce n'est plus mon père depuis le jour où sa tête a bifurqué pour penser à mes parties génitales. Non, c'est plus mon père en fait. Parce qu'un père, c'est quoi? Un père, c'est une personne qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi, qui te protège, qui t'apprend l'amour de soi, qui te met sur un piédestal pour aller dans la vie en fait, pour comprendre qu'en fait tu as de la valeur et tu es quelqu'un. Tu vois, tu es aimé et tu peux t'aimer et on peut t'aimer dehors. Pour moi, c'est ça un père. Un père, c'est pas celui qui donne la vie. Parce que donner la vie, tout le monde ici dehors peut le faire, même les animaux donnent la vie. Ok? Ça, c'est un géniteur. Quelqu'un qui donne la vie, scientifiquement, c'est un géniteur. Un père, d'où le fait qu'il y a des enfants qui sont adoptés par d'autres personnes, les personnes qui les ont pas enfantés, les appellent père, mère. Mais un père, non. Un père, c'est celui qui mérite le titre de père, c'est celui qui t'aime sainement. J'aimerais encourager les personnes qui ont vécu ce genre de choses à parler en fait. À qui vous voulez, aux gens ou à la personne que vous avez le plus confiance. Ça peut être un ami, ça peut être un professeur, ça peut être un collègue, peu importe qui c'est, il faut que vous parliez. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que tant qu'on ne sort pas de la forêt, on ne se rend pas compte de sa densité en fait. Moi, longtemps, j'ai pas parlé. Et peut-être même que si aujourd'hui j'étais encore en France, c'est-à-dire aux côtés de ces gens-là, j'aurais toujours pas parlé en fait. J'aurais pas parlé, je n'aurais pas parlé. Ce qui m'a sauvée, moi, c'est quand je suis allée à l'étranger, parce que j'habite maintenant depuis 6 ans au Canada. En sortant de ce milieu-là, j'ai réalisé et je me suis rappelé que j'avais vécu tout ça, parce que j'avais oublié pendant longtemps ce que j'avais vécu. J'avais oublié. Vous comprendrez pas quand je vous dis que j'avais oublié, parce que c'est compliqué à expliquer, mais j'avais une sorte d'amnésie traumatique en fait. Il y a des choses que j'avais complètement oubliées. J'ai mis dans un tiroir et je vivais ma vie en fait. Je vivais ma vie et j'avais complètement oublié. Et les flashs commençaient à revenir
petit à petit, quelque temps après, quand j'étais à l'étranger. Et moi, c'est cet éloignement-là qui m'a permis finalement de faire cette démarche de plainte. Et il y a eu plein d'autres aspects qui m'ont aidé, mais particulièrement ça. N'hésitez vraiment pas à parler à qui vous voulez, mais parlez. Parlez. Et n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur. Et n'ayez surtout pas honte. C'est pas de votre faute. Moi, personnellement, longtemps, j'ai eu honte en fait. Longtemps, j'ai eu honte parce que j'ai pensé longtemps que j'étais l'initiatrice de ça en fait. Parce que moi, j'étais une enfant, je suis venue, j'avais un rêve, c'est d'avoir un père parce que je n'avais pas eu de mère. Et en fait, je pense que je pense que mon père a abusé de cette faiblesse parce qu'il savait que je rêvais, tout ce que je rêvais c'était d'avoir un père en fait. Et il a profité de ça pour me faire faire tout ce qu'il voulait parce que j'aurais l'impression de gagner son amour en faisant ces choses-là. Pas forcément l'aspect du viol, mais plein d'autres choses qu'il faisait déjà par le passé, d'autres maltraitances qu'il m'a fait vivre qui sont déjà très graves. Je pense qu'on aurait pu aller très loin à la justice, mais qui n'a pas eu lieu nécessairement parce que je le protégeais quelque part. Parce que tout ce que moi je voulais c'était d'avoir un père. Je voulais être aimée par mon père et je pensais pas que je demandais quelque chose de fou en fait. Tout ce que je voulais c'était d'être aimée et malheureusement mon message a été mal compris ou ça a été bien compris mais abusé. Et j'ai compris avec le temps que j'étais pas responsable. J'ai arrêté de culpabiliser parce que premièrement j'étais une enfant, deuxièmement je n'ai rien fait pour attirer ça. Et je pense pas qu'il y a des enfants, il y a aucun enfant sur cette terre selon moi qui provoque ce genre de situation en fait. C'est complètement insensé. C'est complètement insensé. Aujourd'hui malheureusement j'ai pas encore, malgré que j'ai fait la démarche de plainte, j'ai du mal encore à accepter ça. J'ai du mal à accepter que j'ai vraiment vécu ça. C'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup et que j'ai du mal à en pleurer. Parce que je me dis, c'est difficile de vivre l'émotion de quelque chose quand tu n'as pas encore accepté cette chose, en fait. Ça m'arrive de pleurer quand je vois, par exemple, quand je relis le récit de cette enquête, je pleure parce que je me dis, mais en fait, c'est grave, c'est très grave. Mais je pleure pas pour moi, en fait. C'est très bizarre. Je pleure pour Pauline. Je pleure pour cet enfant qui demandait qu'à avoir un père et qui, malheureusement, a été abusé dans sa personnalité, a été abusé de son corps, a été abusé psychologiquement. La prochaine étape pour moi, ce sera l'acceptation. Je travaille dessus et au moins je me sens en paix déjà avec ça. J'avais peur en portant plainte d'être hantée dans mes nuits, de culpabiliser, d'avoir porté ce geste parce que c'est mon père et que en plus je suis croyante. Longtemps j'ai eu peur aussi des représailles du Seigneur. Je me suis dit que le Seigneur va me punir parce que je fais un tel acte contre l'homme qu'il a mis au-dessus de moi sur cette terre. C'est un péché, mais non, j'ai eu aussi la paix par rapport à ça. Je ne fais pas un péché, je ne commets pas un péché. Je rétablis l'ordre en fait. Et vous devriez faire la même chose, vous qui avez vécu ça. Mais quand vous vous sentirez prêt, n'ayez pas la pression des personnes qui vous entourent. Ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit, mais parlez au moins. Parler, ça fait du bien. Après, la démarche de la plainte, ça appartient à chacun d'entre nous. Mais la parole est importante. Si vous ne voulez pas mourir à petit feu, parce que c'est ce qui va se passer si vous ne parlez pas, faites-le pour vous. Faites-le pour vous, parce que vous en valez la peine. Pensez à vous. Parce que si vous ne pensez pas à vous, personne d'autre ne pensera à vous. Pensez à vous. Et j'espère que vous irez mieux, ceux qui sont dans cet état-là encore. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. En tout cas, je reste disponible pour les personnes qui voudraient échanger avec moi sur ce sujet-là. Et je nous souhaite d'aller mieux. Je nous souhaite d'être en paix avec ça. Et vous allez vous en sortir. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir, qui se sont suicidées
parce que c'était vraiment difficile ou qui ont mal fini parce que le choc était intense, la douleur était profonde, l'incompréhension aussi, la culpabilité les a fait vivre des choses horribles et les a mis dans une route pas bonne, mais il y a aussi des gens qui s'en sortent. Et si aussi aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour être pour certaines personnes, en tout cas ceux qui veulent s'en sortir, être un message d'espoir. On peut s'en sortir, on peut être quelqu'un de normal. C'est vrai, on ne guérira jamais de ça. Je pense qu'on ne peut pas guérir de ça parce que ça laisse des séquelles à la vie. Moi, je l'ai vu au quotidien, dans mon interaction avec les gens, dans ma vie aussi bien sociale avec mes amis que dans ma vie professionnelle, dans ma vie intime, dans ma vie de couple, dans ma vie sentimentale. Il y a des profondes séquelles. Mais néanmoins, on peut vivre, on peut être heureux, on peut avancer. Et c'est la meilleure revanche qu'on peut prendre en fait sur ces gens-là, Et moi j'ai la profonde conviction que au-delà que ces gens-là soient malades, particulièrement mon père puisque c'est lui le sujet là, au-delà que je pense qu'il soit malade, je pense aussi que c'est une personne qui a manqué profondément d'amour parce que je suis de ces personnes qui croient que quand on est empreint d'amour, on ne peut donner que de l'amour. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'une personne qui aime profondément et sincèrement puisse atteindre un niveau de délire à ce point en fait. Je ne comprends pas. Ça dépasse mon entendement. En fait, à chaque fois que j'essaie de comprendre comment il a pu en arriver là, j'ai l'impression que j'atteins la folie. Donc j'ai arrêté d'essayer de chercher de comprendre. Je ne peux pas comprendre. Ça dépasse mon entendement. Ça dépasse ce que je suis capable de comprendre. Pour me protéger, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Aujourd'hui, je me protège, je me soigne aussi. Parce que ça aussi, c'est un tabou dans la culture africaine, se soigner. Donc, ça sera certainement un sujet à une autre vidéo. Je voulais juste être un message d'encouragement pour toutes ces personnes qui ont vécu des viols ou des agressions sexuelles. Sachez que vous n'êtes pas seul et que vous vous en sortirez. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie beaucoup d'amour.